Bonjour. Alors, je regarde un petit peu qui arrive. On va attendre 1 ou 2 minutes si vous voulez bien. Il y a toujours des petits retardataires. J'en profite peut-être pour commencer par me présenter et présenter notre invité. Alors, je vais être très impoli. Je vais commencer par moi. Je ne suis pas Mathieu, pour ceux qui me connaissent déjà. Je suis son associé Tristan. On a l'habitude de faire quelques webinaires ensemble, mais vous m'avez peut-être pas tous vu encore. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour cette masterclass exceptionnelle avec notre merveilleuse invité, Baptiste. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Effectivement, merci à Gretki de nous permettre d'avoir cet échange aujourd'hui là jusqu'à midi. Baptiste Aurine, pour le coup, je m'occupe de la partie commerciale chez Catella Patrimoine et je fais ça maintenant depuis, on va dire, 5 ans et je travaille aux côtés d'une équipe qui se connaît depuis de nombreuses années. On a travaillé précédemment chez Perle, une entreprise que vous connaissez certainement plus que Catella Patrimoine. Perle a mis en place ce schéma de démembrement de propriété dans l'investissement immobilier résidentiel et on a décidé, nous, de créer notre propre aventure et on l'a fait au sein du groupe Catella, qui est un groupe européen, leader aujourd'hui sur le brokerage en Ile-de-France, Rési, et d'avoir créé cette petite entité, un petit îlot qui a vocation à mettre en place des opérations de démembrement de propriété avec une vision un petit peu singulière et merci de nous permettre tout simplement d'en faire part et de reprendre avec vous un petit peu les fondements du schéma et d'avoir un véritable échange pour essayer de générer de l'activité ensemble et de vous apporter un service de qualité. Alors, la nue propriété, c'est pas forcément un dispositif que vous pratiquez tous, que vous connaissez tous, mais vous êtes déjà nombreux, donc je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Je pense que comme tous les conseillers immobiliers, aujourd'hui, vous êtes en train de vous poser la question de demain. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je propose à mes prospects, à mes clients? Eh bien, ce dispositif est extrêmement intéressant. Baptiste, moi, je vais pas du tout couper l'herbe sous le pied de Baptiste. Je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il vous présente à la fois le mécanisme, le principe de la nue propriété, euh, qu'on regarde ensemble un peu quels sont les personas, quelles sont les techniques de vente. Et ce qui serait super, c'est que vous puissiez profiter de l'espace questions pour nous poser vos questions en live. N'attendez pas la fin du webinaire. Moi, je vais faire un tri à mesure que les questions arrivent pour poser celles qui sont en lien avec ce que Baptiste est en train d'aborder sur le moment. Certaines, je les garderai pour la fin, donc ne vous vexez pas si je les reprends pas. Et puis, n'hésitez pas, si vous voyez vraiment que je suis passé à côté d'une question, à la reposer. Voilà. Baptiste, je te laisse la main et puis je te fais part des questions à mesure qu'elles arrivent. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je t'en Effectivement, prie. l'idée, c'est que ce soit un échange autant que faire se peut. C'est-à-dire que là, on parle seul face à nos écrans, mais idéalement, voilà, j'ai pas ni la prétention ni vocation à vous faire un monologue et un cours magistral sur la NuPro. C'est pas du tout l'idée. Plutôt un retour d'expérience, puisque de mon côté, je suis monoproduit, même si on essaye de diversifier le schéma et d'apporter des manières d'aborder le sujet de manière différente au quotidien, je m'occupe que de ça. Donc effectivement, c'est plus simple pour moi d'avoir un retour d'expérience là-dessus, d'essayer de vous en faire part, mais que vous, au contraire, vous n'hésitiez surtout pas à poser la moindre question et à nous faire part aussi de votre point de vue. Et si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a quelque chose qui vous gêne, bien au contraire, de l'évoquer dès le départ pour que la discussion soit une véritable discussion, justement. Effectivement, si on prend depuis le départ, j'ai parlé de Perle. Il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, on a une position concurrente, certes, mais une concurrence qu'on veut saine en tout cas. On se connaît tous très bien, c'est un tout petit marché. L'investissement aujourd'hui en nue propriété existe parce que Perle a mis ce schéma-là en place. Et on peut remercier ses fondateurs, effectivement, au début des années 2000, puisque l'idée de base était certes simple, mais fallait-il encore y penser, la mettre en œuvre et ensuite savoir la faire codifier, la faire évoluer au niveau des pouvoirs publics, la faire évoluer sur le plan législatif d'une part, sur le plan fiscal aussi et dans la pratique. Tout ça a vu le jour début des années 2000 en empruntant tout simplement ce qui existait depuis des centaines, pour pas dire des milliers d'années, puisque c'est issu du droit romain et des tablettes de l'empereur Justinien. Alors, on va pas se lancer dans un cours non plus de droit, mais pour ceux qui ont fait du droit, et je pense qu'il y en a beaucoup autour de la table, effectivement, on replonge dans les bases même du code civil napoléonien, qui lui-même est allé emprunter tout simplement les bases du droit romain sur la vision et l'abord du droit des biens.
Pourquoi je veux juste remettre ce point de départ-là, alors non pas parce que je suis obsédé par mon ancienne formation de notaire, mais tout simplement parce qu'après, quand on raisonne sur les déclinaisons, notamment fiscales, et des optimisations qu'on peut avoir sur l'effet de levier de l'investissement en NuPro, en fait, tout simplement, il faut revenir à la base et se dire que la nue propriété n'est autre que la propriété, simplement que celle-ci est grevée d'un usufruit. Et quand on a cette vision-là du démembrement de propriété aujourd'hui, comme il est proposé par le Code civil et comment, a fortiori, on le propose dans nos opérations, on comprend mieux comment ça peut fonctionner. Donc, effectivement, le nu propriétaire, client potentiel, investisseur qui va souhaiter réaliser un investissement immobilier résidentiel, va voir à travers ce schéma-là un effet d'aubaine, c'est-à-dire j'achète la pleine propriété, j'achète l'actif. Simplement, on vient m'expliquer chez le notaire qu'il y a un usufruitier qui va lui-même avoir acheté son droit de jouissance sur la chose, sur le bien, pendant une durée déterminée. Toujours une durée déterminée. On n'est pas du tout dans des opérations viagères, c'est-à-dire avec un usufruit qui aurait une durée aléatoire, donc avec la présence d'un aléa, et que cette durée soit la fonction d'une durée de vie, celle de l'usufruitier. Nous, on fait que des opérations en démembrement, et c'est comme ça que Perle a créé ce schéma-là en 2000, avec des bailleurs institutionnels, qu'ils soient privés ou publics, et que ces bailleurs aient vocation à acheter l'usufruit pour une durée déterminée. Cette durée, classiquement, on a souvent évoqué 15 ans, parce qu'effectivement, le schéma a été proposé comme ça à l'époque, avec un équilibre économique de 15 ans, et derrière une codification, une mise en œuvre du bailleur institutionnel public, donc avec des fonds étatiques à son capital, qui lui, derrière, a décidé que ça serait 15 ans minimum. Depuis maintenant 5 ans, on a été les premiers à le mettre en place sur le marché, puis aujourd'hui on voit d'autres opérations et tant mieux, avec des bailleurs privés qui pour le coup, eux, peuvent déroger à cette durée de 15 ans minimum et mettre des opérations en place avec un usufruit vendu pour une durée de, que sais-je, 5, 7, 8, 10 ans. Donc aujourd'hui sur le marché, on propose des opérations qui vont de 7 ans en moyenne jusqu'à 20 ans. Et à chaque fois, il y a cet usufruitier qui est un professionnel de la gestion locative, soit à fonds public, comme je l'ai évoqué, soit à fonds privé, le plus souvent à fonds public, et qui va venir acheter l'usufruit et qui va réaliser derrière lui l'exploitation du bien. Donc l'investisseur, il réalise un investissement, il est seul propriétaire du bien. C'est ce qui fait qu'il peut en disposer librement, donc il peut le vendre à tout moment, le donner à ses enfants. Néanmoins, il ne peut pas en avoir la jouissance, donc il ne peut pas l'occuper, il ne peut pas le louer, et donc en percevoir les revenus. Et c'est là où il y a toujours un travail un petit peu d'évangélisation, et c'est pour ça que le marché aujourd'hui il est trusté par des intermédiaires que vous êtes, par des conseillers, par des gens qui apportent un éclairage à l'investisseur. Certes, l'offre, mais avant ou après ou pendant, l'offre est englobée, si je puis dire, d'un conseil en se disant attention, là on fait un investissement différent. Différent parce que le lieu commun, c'est j'achète un appartement, je le mets en location, alors que ce soit loué meublé, non meublé, avec bail ou que sais-je. En tout cas, la logique de rentabilité sur un investissement résidentiel, elle reste aujourd'hui, j'achète, je mets en location, je perçois les revenus. Le discours, sans pour autant être contradictoire, sans pour autant faire de l'anti-vente avec le meublé, le Pinel ou d'autres types d'investissements avec exploitation locative par le détenteur de la propriété, c'est plus de se dire, bah, prenons un contre-pied et peut-être que pour vous, c'est plus pertinent d'acheter, mais pour le coup, de se délaisser complètement de l'aspect gestion. Ça, c'est le point d'entrée. Effectivement, tu as très bien évoqué, Tristan, en préambule, le sujet, c'est de se dire comment aussi donner des techniques pour mieux repérer peut-être le public éligible, plutôt le ciblage client, de se dire, mais au final, la NuPro, à qui ça s'adresse? Ben, le point d'entrée, c'est effectivement, à mon sens en tout cas, de toujours rappeler, avant même de penser à la fiscalité, à l'économie, à l'aspect financier, ben, l'avantage intrinsèque, c'est juste j'achète et je ne m'en occupe pas. Et on se rend compte aujourd'hui que c'est un petit peu le parent pauvre comme argument, ça a été un peu oublié. On s'est dit, ouais, c'est bien, il y a ça, mais derrière, il n'y a pas d'IFI, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Non, en fait, on se rend compte que c'est l'investisseur aujourd'hui qui nous le rappelle et qui nous dit, moi, si je fais de la NuPro, avant tout, c'est parce que je ne m'occupe pas de l'actif. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, peu importe, j'ai même 30 ans, parce qu'on a des investisseurs de plus en plus jeunes et qui se disent, mais attends, moi, j'ai pas le temps, je travaille beaucoup, on est des générations aussi de trentenaires, quarantenaires qui certes, quand ils travaillent, passent beaucoup de temps au travail, mais à côté veulent profiter aussi. Et du coup, l'investissement, il ne faut pas que ce soit une source anxiogène. Il ne faut pas que ça génère des soucis et de tracas de gestion. Donc, le premier point, c'est j'achète, mais je n'ai pas les soucis, qui soient ceux de la détention directe d'un bien, techniquement, la détention d'un locataire, tout ce que ça en comporte, et ensuite les conséquences économiques et fiscales. Donc, ce n'est pas une course vers l'avant de je génère un flux qui va lui-même être taxé et qui, du coup, va me laisser un flux résiduel aléatoire lié à la présence d'un locataire, que celui-ci se comporte bien, qu'il entretienne le bien correctement, qu'il n'y ait pas de dégradation anormale de l'actif, enfin bref. Donc ça, c'était le point d'entrée et ça doit le rester selon nous, c'est de se dire,
l'accroche première de la NuPro, c'est de présenter l'investissement rési à un investisseur qui aurait peut-être pas forcément fait de l'immobilier. Parce que de lui-même, il va dire, ouais, mais l'immobilier, il faut s'en occuper. Moi, ça me gonfle, je sais pas que ça à faire, soyons trivial, n'ayons pas peur. C'est quand même ce que disent les investisseurs le plus souvent. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque, c'est de se dire, bah oui, c'est faire de l'immobilier résidentiel avec toute la sécurité que ça peut comporter, avec tout l'intérêt qu'on peut y retrouver, notamment avec l'effet de levier du crédit. Et on y reviendra, mais même en période avec des taux qui sont un petit peu plus élevés que ce qu'on a connu, bien sûr, ces dernières années, bah, ça peut rester pertinent. Ça se finance, bien sûr, à crédit pour une grande partie des investisseurs, mais c'est l'absence de souci de la copropriété, l'absence de gestion d'un actif immobilier, tout en gardant la liquidité, puisqu'on est seul propriétaire du bien, même si on est nu propriétaire, et on peut revendre à tout moment, sans autorisation aucune de l'usufruitier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va savoir ce qu'on achète. Donc, c'est-à-dire, c'est bien, là, chez Catella, il m'explique on achète moins cher parce qu'on n'a pas la jouissance, mais à quoi correspond le moins cher? Et c'est là où on rentre dans une notion où, si ça t'embête pas, Tristan, je veux bien pouvoir repartager l'écran parce que Ouais. j'ai Alors, voilà. je te fais ça. Ouais, merci. Effectivement, qu'est-ce qu'on paye? Comme tout investissement, c'est bien beau, les défisques, les investissements hors normes, qualitatifs, enfin, tout ce qu'on C'est bon, veut. tu peux. Merci beaucoup. À un moment donné, le plus important, c'est de savoir quel prix on paye et pourquoi on le paye. Donc, ça, je vous apprends rien. Il faut regarder le marché. Est-ce que on paye bien le prix du marché? Bon, bah, très bien. Jusque-là, on peut tous T'es sur tes aller. mails là, Baptiste. Je suis sur mes mails. Ah ouais, Ouais. c'est pas terrible. Ouais, ça, Non, alors ça, c'est mieux peut-être. Tac. non, t'es toujours sur tes mails là. Ah Toujours voilà, sur c'est en un. train de changer. C'est en train de changer. On a Pardonnez-moi. un écran blanc. Ouais, c'est bon. C'est bon. Super. Oui, effectivement. Alors, vous professionnels de l'immobilier et de l'investissement surtout, je partage mon écran parce que volontairement, j'ai un site qui se veut en tout cas didactique et qui vous amène à vous aussi un outil de travail pour évangéliser l'investissement du propriétaire, en parler et mettre bah, pour le coup la puce à l'oreille aux investisseurs. Donc, le site comporte en lui-même bah, des explications, mais volontairement, une fois j'insiste lourdement, hein, mais didactique et pédagogique. On essaie de le dire avec des mots simples, néanmoins précis, voilà, mais tout simplement vulgariser un peu l'investissement, être capable de l'expliquer à l'investisseur. Donc là, la première slide qui s'affiche reprend ce que j'ai évoqué, l'aspect durée, l'aspect intervention d'un usufruitier spécialiste de la gestion, de la mise en location, de l'exploitation, de l'entretien, du coût des travaux, de la remise en état. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de bailleurs sociaux, beaucoup de bailleurs institutionnels, mais ça peut être aussi un bailleur privé. Néanmoins, si c'est un bailleur privé, il faut que ce soit un spécialiste de la gestion locative. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour le coup, c'est clairement le point d'entrée, l'absence de gestion, mais il y a aussi l'aspect économique. L'aspect économique, on le duplique et vous verrez sur chaque slide, chaque chose qui s'affiche, en bas à droite, il y a un petit loquet PDF, c'est-à-dire que chaque page est téléchargeable, soit en un seul fichier, soit en un PDF fractionné par thématique, ce qui permet aussi d'évoquer avec les clients, bah pour le coup, ces points de précision sur l'abattement, sur la fiscalité, sur la transmission. Là, l'enchaînement logique pour moi, c'était, avant que je demande à partager mon écran, c'était l'abattement. C'était de vous dire, effectivement, il y a un aspect intéressant de se dire, je rentre sur l'immobilier résidentiel sans la gestion, sans les revenus, sans les flux. Pourquoi? Bon, pour pas gérer, mais peut-être aussi pour une dynamique capitalistique. C'est-à-dire, bah, plutôt que d'acheter à 100% de la valeur d'un bien, on se l'est dit, bah, d'abord on vérifie la valeur marché du bien. Si demain je vous dis que j'ai un investissement à Paris dans le 17e sur un studio et que je le vends 15 000 euros du mètre carré, vous allez peut-être me dire bah, pourquoi, ah bon, quel prix? Donc là, on rentre dans une dimension plus classique de valorisation de l'immobilier. Donc pourquoi on vend à ce prix-là à tel endroit? Quelle est la demande? Quelle est la liquidité? Quels sont les comparables? Donc ça, c'est une analyse que tout à chacun peut faire, que le client peut complètement comprendre, et que si on est trop cher et qu'on est hors marché, vous allez me dire, bah non, votre produit n'est pas intéressant, la base de prix pleine propriété n'est pas justifiée. Ça, c'est le point, mais qui est assez évident. Le deuxième point, c'est quel prix je paye en nue propriété. Et là, bah, n'ayons pas peur des mots. Je pratique pas trop la langue de bois en général. Il faut quand même en avoir conscience. Depuis quelques années, il y a eu un peu d'inflation, mais pas que en général dans l'économie. Il y a eu de l'inflation sur les taux de nue propriété. Je m'explique, c'est-à-dire que 60% sur 15 ans, eh ben, il s'est transformé. Il s'est transformé en 62, 63, 65, 70%. Du moins, il s'est diversifié selon les zones. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux effets à cela. Il y a un premier effet que je vais écarter tout de suite, c'est un effet concurrentiel. C'est pardon, des business models peut-être différents selon les opérateurs. En tout cas,
on se rend compte qu'il y a une hausse du taux de nue propriété et que parfois, il y a des taux de nue propriété qui peuvent être hors marché. Maintenant, à ça, c'est ajouté aussi un deuxième effet, c'est une certaine érosion aussi des rentabilités sur certaines zones et que, au final, le taux de nue pro auquel on va proposer d'investir à votre client, au prospect, à l'investisseur, ça reflète la rentabilité intrinsèque de l'actif. Aujourd'hui, si je me place dans le 17e arrondissement à Villiers à Paris sur un studio, j'ai pas la même rentabilité que à Beau Soleil sur les hauteurs de Monaco, que à je sais pas, les Sables d'Olonne, qu'à Bordeaux, qu'à Clermont-Ferrand, qu'à Saint-Étienne. Toutes ces villes-là vont amener des rentabilités intrinsèques de l'investissement très différentes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est pareil, facile à comprendre pour tout investisseur, pour tout professionnel a fortiori, de se dire à Saint-Étienne, j'ai 15% de renta, mais oui, parce que j'ai des loyers qui restent néanmoins des loyers assez raisonnables et élevés. Et à côté de ça, j'ai une valeur foncière, elle, qui reste assez basse et que du coup, le comparable m'amène une rentabilité élevée par rapport à un Paris intramuros où certes, les loyers sont un peu plus élevés qu'à Saint-Étienne, mais proportionnellement beaucoup moins par rapport à l'augmentation du foncier. Du coup, ce ratio-là m'amène une rentabilité plus faible. La rentabilité, elle est retranscrite tout simplement dans le calcul de l'usufruit. Et là, on a volontairement mis simple ce petit schéma avec expliquer, au final, j'achète la nue propriété, la partie bleue. Les loyers, c'est l'usufruit. Les loyers, je les achète pas. Ils sont achetés par l'usufruitier. Et au final, cette somme de loyer brut qui est actualisée, bien sûr, après on peut rentrer dans le détail, un peu plus financier, un peu plus économique avec l'investisseur, mais au moins pour lui expliquer comment ça fonctionne, de lui dire, ce que vous achetez pas, c'est les loyers que vous auriez perçus pendant la durée qu'on vous propose, pendant 7, 10, 15 ou 20 ans. Et ces loyers bruts, il vaut mieux ne pas les toucher, ou du moins les toucher, mais sous forme de réduction de prix, en disant que l'appartement à 550 000 euros à Paris 17e, je vais le payer 340, que ça correspondra à 61% de la valeur, parce que les 39%, au final, c'est sur 20 ans la somme de loyer que vous auriez touché brut avant impôt, avant aléa de gestion locative, avant fiscalité, avant quoi qu'est-ce. Donc ça, c'est le raisonnement de base. Et une fois que ce raisonnement de base est mis en place, derrière, on rentre dans le détail avec l'investisseur. Et là, on duplique un peu plus, on ouvre le capot, si je puis dire. On regarde, oui, mais comment Catella propose l'usufruit? Pourquoi? Qu'est-ce que va faire l'usufruitier? Puis s'il n'a plus de locataire demain, comment ça se passe? Tout ça, c'est pas votre sujet, c'est pas le sujet du nu propriétaire. Et c'est ça qui, à mon sens, est un des points aussi central dès le départ, c'est d'expliquer que c'est un investissement très sécurisé à double titre. Le premier, c'est parce que le sous-jacent est un sous-jacent immobilier résidentiel. Ce jacent immobilier résidentiel, c'est quand même, pour le coup, qu'on soit fan d'immobilier ou à l'inverse, qu'on ne veuille pas entendre parler d'immobilier, ça fait l'unanimité d'expliquer que du résidentiel bien placé, bien construit, aujourd'hui dans un endroit qui témoigne en tout cas d'une tension locative, tension foncière, c'est un sous-jacent sécurisé pour investir, puisqu'il y a de la liquidité, il y a de la demande et puis il y a un marché totalement déséquilibré entre l'offre et la demande sur l'immobilier résidentiel. Mais à ça s'ajoute la deuxième sécurité, c'est de se dire, en plus de détenir du résidentiel, je détiens un résidentiel dans de bonnes conditions, dans des conditions où je ne suis pas soumis à l'aléa locatif, à la pression foncière, aux aléas fiscaux, aux changements de loi, aux changements de gouvernement. On a quelque chose bâti à travers un schéma de code civil tangible et qui permet d'amener une sécurité d'investissement avec de la capitalisation. Et la capitalisation… Alors, je me permets une première interruption, s'il te plaît, parce que j'ai deux interventions, c'est moins des questions que des interventions de Davy et Martial qui alors je lis Davy qui va un petit peu résumer tout ça, qui nous dit les freins qui reviennent sont les suivants: le prix d'acquisition décoté certes, mais souvent surestimé par rapport au prix du marché récent dans les environs. L'aspect trop social dans un immeuble géré par un bailleur social pour bénéficier des intérêts d'emprunt déductibles, peur d'une dévalorisation et de parties communes mal entretenues. Si bailleur non social, pas d'intérêt déductible, le retour sur l'investissement est faible par rapport à de l'immobilier loué malgré le risque locatif, effet de levier plus faible, sans locataire pour financer un bien. Avant que tu parles éventuellement du prix d'acquisition, est-ce que tu veux bien faire un arrêt, une petite explication sur l'usufruitier? Qui est-il? Est-ce que c'est forcément un bailleur social? Parce que Martial nous disait rien ne devrait s'opposer à faire du démembrement sur n'importe quel immobilier et pas seulement en social. Donc, est-ce que forcément derrière l'utilisation sera le social ou est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'on doit toujours s'adresser à un bailleur social ou est-ce qu'on peut s'adresser à n'importe quelle personne finalement qui souhaiterait devenir usufruitier? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne?
Ouais, merci beaucoup et merci pour votre question, Davy. Effectivement, les questions, les interpellations qui ont été soulevées sont tout à fait légitimes et c'est parfait de le faire maintenant. Effectivement, sur l'aspect bailleur, ça a été monté avec un bailleur social parce que structurellement, il y a un déficit aujourd'hui de production de logements, mais surtout de production de logements aux bons endroits. C'est-à-dire qu'aller construire aujourd'hui des opérations de démembrement de 200 logements en troisième couronne de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne ou Limoges, et j'ai rien contre cette ville. Je les prends volontairement en exemple parce que c'est de là d'où je viens, en tout cas pour Clermont-Ferrand, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire que vous-même, vous auriez du mal à expliquer à un investisseur l'intérêt d'acheter en troisième couronne de Clermont-Ferrand en démembrement. Et le bailleur social, il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin des opérateurs en démembrement pour aller acheter un immeuble et créer du logement et répondre à ces problématiques d'obligation de création de logement. Mais néanmoins, il aura des immeubles vides ou alors mal loués et qui n'apporteront pas une solution d'apport d'offres là où il y a une demande. Donc le schéma, il est parti de ce déséquilibre-là en se disant il y a de la demande, il n'y a pas d'offre, j'ai besoin de créer du logement. Et en même temps, j'ai des investisseurs qui trouveront un intérêt et une sécurisation à investir au bon endroit en nue propriété. Et du coup, il y a un équilibre de trois parties entre le vendeur, il ne faut pas l'oublier, hein, le promoteur, et ça va me faire le lien avec la deuxième partie de la population. Il y a un vendeur toujours. Le vendeur, ça peut être un promoteur, ça peut être un marchand de biens, une foncière, que sais-je, un opérateur immobilier. Lui, il faut qu'il ait un intérêt à vendre en démembrement plutôt qu'à vendre en pleine propriété classiquement, au lot par le haut, dans l'ancien ou dans le neuf, ou en bloc aujourd'hui. Si lui, il trouve un intérêt, l'usufruitier trouve un intérêt et le nu propriétaire, il trouve un intérêt, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 1000 lots par an peut-être sur la nue propriété, que peut-être demain, il y en aura 1500, 2500, 3000, mais qu'on n'aura jamais un marché aussi vaste que d'autres dispositifs. Parce que cet équilibre des trois parties, il est très compliqué à obtenir et on l'obtient uniquement quand on est dans des zones vraiment prime, mais que l'apport de l'usufruitier permet aux vendeurs de bien vendre avec un bon équilibre. Je m'explique. C'est-à-dire que pourquoi il y a souvent des bailleurs sociaux et pas des bailleurs privés ou très peu, c'est que il faut être capable aujourd'hui d'acheter avec un BP, hein, tout simplement. L'usufruitier, il achète un flux financier et donc il faut être capable d'acheter l'usufruit à un prix tout en ayant en face une exploitation locative pendant 20 ans, des travaux, de la remise en état et être capable de prendre un engagement pour le nu propriétaire, sinon le nu propriétaire n'achètera pas, où on vient lui garantir la remise en état et les travaux correctement faits à terme. Et tout ça, pourquoi je prends le temps de le détailler, c'est que ça conditionne évidemment le prix d'achat de l'usufruit. Tout bailleur social soit-il, il ne va pas acheter à perte. Un exploitant aujourd'hui va faire un achat en se disant voilà l'actif, donc l'achat de mon flux de loyer, voilà le loyer que je vais toucher, voilà en face l'exploitation locative, ce qu'elle va générer, mon paiement de taxes foncières, paiement de taxes d'habitation, la remise en état, les travaux, l'entretien, tout ça, cette pression-là de passif dans l'équilibre de son bilan conditionne l'achat de l'usufruit. Et c'est pour ça que les bailleurs sociaux sont souvent les candidats magnifiques pour ces investisseurs-là, parce qu'eux cherchent à être à l'équilibre, mais n'ont pas vocation à faire du profit. Le bailleur privé, en revanche, lui, il va avoir vocation à faire du profit. Sinon, il n'aura pas à faire l'opération, il fait autre chose avec ses fonds. Et donc, quand on trouve un bailleur privé sur une opération, c'est pour ça que c'est rare, mais on y arrive parfois. Et c'est vraiment qu'on réussit de manière très délicate, mais on peut y arriver parfois, à équilibrer cet équilibre justement entre l'intérêt du nu propriétaire, c'est-à-dire avoir des garanties sur la remise en état, la sécurité de l'investissement à terme notamment, et l'intérêt de l'usufruitier et l'équilibre financier qu'il va trouver dans son exploitation. En tout cas, c'est notre position chez Catella, c'est que il faudrait que pour faire une opération en immobilier résidentiel, en démembrement avec un usufruitier privé, il faut qu'on puisse, en tant que professionnel du conseil, en tant que professionnel de la transaction, être capable de proposer au même investisseur d'acheter l'usufruit et la nue propriété. Il faut que les deux soient sécurisés. C'est ça qui est très compliqué. Parce qu'on va forcément à un moment donné tirer la couverture d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, pour l'usufruitier, le but, c'est de sécuriser autant que possible. Un investisseur privé il va avoir tendance à dire, attendez, moi, par exemple, point important, les petits et les gros travaux, est-ce que je les prends tous à ma charge? Sur 10 ans de démembrement, je peux avoir envie de dire, s'il y a un ravalement de façade, c'est pas pour moi. Ou alors, je peux avoir envie de dire, je vais caper le montant des travaux que je vais faire. Oui, mais ça, le propriétaire en face, il n'est pas dupe. Il va lire le contrat, parce qu'il y a le contrat de réservation, la convention de démembrement, qui est une sorte de contrat de mariage entre usufruitier et nu propriétaire. Quand il va lire, il va se dire, attendez, c'est vachement bien votre truc, mais moi, si l'usufruitier il dit qu'il limite ses travaux à un certain montant, alors que l'appartement il peut être totalement ravagé par un locataire, qu'est-ce que je retrouve à terme? Et dans ce cas, qu'est-ce que je vais devoir remettre au pot qui va devenir du coup additionnel au prix d'achat et qui va faire que mon investissement il n'est pas rentable. Donc cette convention, elle est encadrée, elle est. Quand on est avec un bailleur social, effectivement, elle est très encadrée. Mais Parce que est-ce qu'elle est négociée à chaque fois ou sur chaque opération? elle Négociée est à chaque fois, une d'accord. convention universelle, elle est négociée à chaque fois et du coup, j'invite tous les
les investisseurs et les partenaires à toujours être en alerte. C'est le point de sécurité cumulatif avec le prix. Pour moi, ce sont les deux grandes zones. Et quand on nous dit souvent c'est trop beau votre investissement, il est où le loup? Le loup, il est simple, hein, il y en a deux pour nous, c'est le prix et derrière la sécurité juridique. Et la sécurité juridique, elle repose essentiellement sur la convention de démembrement. Quand on est avec un bailleur institutionnel à vocation sociale, il va s'engager, il va se placer sous l'éligibilité de certains textes du Code civil et a fortiori du Code de construction et de l'urbanisme. Et ces textes-là, ils ont été mis en place. Pour certains, ils ont même été érigés au rang d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger par la loi. Donc, c'est-à-dire que même par la convention, tout type d'opérateur ne pourrait pas venir dire avec le notaire, ah, tiens, dans cette convention, avec ce bailleur social, on va dire que l'article 606 du Code général du Code civil, pardon, donc les gros travaux, l'entretien, les façades, le structurel de l'immeuble, ça sera à la charge du nu propriétaire s'il y a un besoin de travaux. Non, ça, on ne peut pas le faire. Il y a des sécurités avec le bailleur social qui reposent là-dessus. Avec le bailleur privé, en revanche, on est dans le monde privé, donc du coup, la liberté des contrats. Ouais. Et là, pour le coup, on peut complètement convenir de ce qu'on veut. Je dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, c'est très intéressant. Néanmoins, il faut faire attention et c'est là où c'est très compliqué. Sinon, effectivement, et je réponds, j'ai pas perdu le cap de la question qui m'a été posée. Sinon, on pourrait le faire demain dans tous les actifs et tous les immeubles. Derrière moi, je me retourne, on est en plein 16e, il y a un immeuble magnifique, ils n'arrivent pas à vendre, la période est compliquée, il y a des logements vacants, 120 mètres carrés, le vendeur veut pas perdre son prix de revient, donc il vend pas tout de suite, il n'y a pas d'acquéreur après à acheter à ce prix-là. Super, on monte une SCI à 18, là, on est 105 connectés, on monte une SCI, on la met à l'IS, on met tous un capital de 1000 euros, on va leverager à la banque et on va acheter l'usufruit pour 10 ans. On va faire un calcul, on va regarder combien de loyer je vais rentrer, une petite exploitation, une petite provision pour charge. Je vais en proposer par exemple 1500 euros du mètre carré. Et à côté de ça, je vais dire au nu propriétaire, vous allez acheter la nu pro. Le vendeur en face, il ne retrouvera pas son prix, son équilibre. Alors que le bailleur social, il sera peut-être capable d'acheter un peu plus cher. Et vous voyez, c'est ça qui fait la difficulté de produire de l'offre massivement. Et c'est surtout ça qui fait qu'on oriente plus facilement ou pas un bailleur institutionnel public qu'un bailleur privé. Mais effectivement, sur l'aspect création d'offres, on n'arrive pas à faire du démembrement partout parce que ce n'est pas la solution magique à tout type. En fait, on n'arrive pas à appliquer le démembrement là où il ne se fait pas de lui-même par un besoin et un équilibre, et je reviens à mon point d'entrée, d'équilibre entre l'intérêt des trois parties, vendeur, usufruitier, acquéreur, nu propriété. Ok, donc c'est vraiment la nature du bailleur qui fait qu'on a ce modèle qui tient. Exactement, la nature du bailleur et l'équilibre l'équilibre des trois parties, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire n'importe où et n'importe comment. Alors, je me permets une question. Qu'est-ce qui se passe le jour où l'État se décharge de ça? C'est-à-dire qu'il ne veut plus porter finalement ce que tu as montré tout à l'heure. Ce qui se passe déjà en fait, et parce qu'on parle de négociations avec des mairies et des préfectures. C'est-à-dire que quand on travaille avec un bailleur social, celui-ci va venir intervenir dans une zone pour créer du logement. Alors soit il se place sous du logement social, il y a différentes catégories, souvent on est sur la catégorie la plus haute du logement social. C'est important de le préciser quand même, par exemple à Paris en première couronne, voilà le PLS exactement, merci. Ou à Paris en première couronne ou dans les grandes métropoles, les plafonds éligibles au PLS sont très élevés. 80% de la population française aujourd'hui est éligible au PLS. C'est quand même hyper important et on est loin des images dures du logement social qu'on peut avoir, notamment dans des reportages d'M6 le dimanche soir. Ce n'est pas du tout ce sujet-là. Néanmoins, ça existe et c'est quand même du logement social, c'est le PLS. À ça s'ajoute aujourd'hui et depuis quelques années une production de démembrement sur du logement intermédiaire. Donc, comme son nom l'indique, il est intermédiaire, il n'est ni sur le marché libre, ni sur le marché plafonné du PLS. Et après, il peut y avoir aussi des interventions de bailleur social en libre, mais c'est assez rare. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une négociation, c'est-à-dire que dans une construction neuve aujourd'hui, pour obtenir un permis, la mairie met des quotas et des obligations par la loi SRU en venant dire sur cette opération, ok, je vous donne le permis de construire, mais il me faut 20 ou 30 ou 40% de logements sociaux. Et donc nous, quand on arrive derrière avec notre casquette de démembreur et qu'on vient dire, oui, mais sur cette opération, on va faire du social, mais on va le faire de manière temporaire et on va le faire en démembrement, toutes les mairies ne sont pas d'accord et pas d'accord sur tous les projets. Et la mairie de Paris, par exemple, aujourd'hui, a décidé complètement de changer le PLU, et ce qui fait qu'il y aura quasiment plus de démembrement sur les opérations sociales. Elle va demander du social pérenne, ad vitam. Elle dit, voilà, moi je veux bien du social, mais je veux pas du social qui tourne. Je veux pas un immeuble social de 20 ans et après on est dans un parc privé. Ce qui me fait d'ailleurs penser à bien répondre à la question qui m'a été soulevée, c'est de se dire, quid du démembrement dans un immeuble très social? Comment, j'extrapole peut-être et j'espère
ne pas déformer l'idée qu'il y avait derrière, mais comment je vais mettre un investisseur, moi aujourd'hui, qui veut faire un bon produit d'épargne, un bon placement, sécuriser son épargne, sa retraite, en lui faisant mettre ses actifs dans un immeuble complètement social. Et du coup, avec des risques locatifs, un mauvais entretien de l'immeuble, un public éligible qui ne correspondrait pas à mon client. C'est souvent les questions qu'on nous pose. Bah, justement, tout l'intérêt du démembrement, c'est qu'il est social que pendant la durée du démembrement. Donc, pour votre investisseur, il n'a pas le côté social dans l'exploitation. Quand il va recouvrir la pleine propriété du bien, les locataires ne seront plus des locataires sociaux, ils seront des locataires du parc privé. A fortiori, ce sera des locataires du nu propriétaire qui devient plein propriétaire, ou ils auront été relogés par le bailleur social dans son parc et il vous rend les logements vides si vous souhaitez le vendre ou l'occuper vous-même. Donc, c'est ça Donc là, si je l'intérêt. te suis bien, Baptiste, pour compléter ta réponse à la question de monsieur, en fait, ce qui est important, c'est de bien encadrer la relation et notamment la prise en charge des travaux durant la période d'usufruit. Et si c'est bien fait, le nu propriétaire, a priori, a des risques limités puisque sur la seule période où il est en risque, il s'est bien baqué normalement, légalement, juridiquement. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus de ça, le démembrement supplante l'obligation sociale dans la grande majorité des cas. Donc, souvent, dans une opération, le social est fait par le démembrement. Donc, il n'y a pas de sujet. Je prends un exemple concret et qui est d'actualité. Alors, désolé, c'est un peu, je fais ma pub, hein, mais même si c'est pas l'objet, on lance une opération qui va être certainement une des Vas-y. dernières opérations en usufruit locatif social de Paris, notamment pour la raison que je viens d'évoquer, avec une mairie qui demande du social pérenne. Bah là, pour le coup, on fait une opération avec comme promoteur Nexity qui vend l'usufruit à la RIVP, la Régie immobilière de la ville de Paris, donc le bailleur social de Paris, qui va lui faire du PLS, donc le plafond le plus élevé, sur 41 logements, donc l'intégralité de l'immeuble, à Villiers, dans le 17e, donc le 17e prime, hein, pour le coup, très bon 17e. Construction neuve, réhabilitation d'un ancien garage, transformation en logement. On fait de la VFA avec des lots moyens de 35 mètres carrés. Et pour coup, la mairie de Paris nous dit je fais du PLS parce que j'ai beaucoup de demandes et de besoins structurels sur le marché dans le 17e à cet endroit-là, de jeunes actifs qui n'arrivent pas à se loger et qui se retrouvent à louer des T1 ou T2 en très mauvais état et qui payent quand même un loyer très élevé et il n'y a pas d'offre. Donc nous, on vient faire cette proposition-là et on lance commercialement après-demain. Mais pourquoi je pense à ça? C'est parce que là, l'opération est faite 100% en démembrement. Pendant 20 ans, la RIVP va exploiter, va mettre des locataires en place, va gérer, va toucher ses loyers, et à terme, elle va reloger les locataires, et les investisseurs, les 41 nus propriétaires vont se retrouver plein propriétaires. Certains vendront, certains auront déjà vendu, et puis d'autres vendront, certains vont louer, certains vont occuper. Il n'y aura pas d'effet massif, ça, c'est l'avantage de la nue propriété, parce qu'il y a différents scénarios qui se dressent à la fin, mais du coup, le social ne sera plus. Donc, ça a plu aussi à la ville, dans un premier temps, parce qu'elle produit 20 ans de logement, ça a plu au quartier aussi, parce que les voisins se disent pas, il y a une barre d'immeuble de logement social qui est fait en plein 17e, alors que nous, on achète tous à 13 ou 14 000 euros du mètre carré notre T4. Vous voyez, il y a un climat social comme ça qui est très détendu, de sorte à ce qu'il y ait un service rendu, il y ait du logement proposé, il y ait de l'offre cohérente par rapport à la demande, et pour autant, tout ça permet de faire tourner le parc et le besoin de logement pour les pouvoirs publics. Je ne sais pas si j'ai été clair dans… Si, mais n'hésitez pas à surenchérir et à poser d'autres questions si des points sont toujours un peu flous. Moi, je me permets une petite incise. Ce programme, comme tous ceux proposés par Baptiste, vous pouvez les retrouver sur Gridkey, où on a une délégation de mandat de la part de Baptiste pour vous permettre de les travailler, puisque, je le rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, Gridkey, on est le premier comparateur de biens immobiliers neufs et réhabilités, c'est-à-dire qu'on vous aide à identifier les meilleures opportunités sur tout le marché. Et Baptiste est l'un de nos partenaires. C'est pour ça qu'on fait cette masterclass ensemble. Donc, je vous laisserai mes coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse de venir vous abonner et de retrouver ce stock. Baptiste, je me permets de lire la question de Yann qui demandait quel est pour le bailleur social en fait l'usufruit se négocie à quelle rentabilité? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, malheureusement, des bailleurs. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu souvent on va dire, un secret de polichinelle sur le sujet en disant, voilà, le bailleur, il achète le prix de l'usufruit, en l'occurrence 39% dans mon opération du 17e, là où le propriétaire achète à 61%. C'est faux.
C'est faux et moi je préfère en tant que professionnel le dire et même si ça peut amener plein de réflexions et faut pas partir dans tous les sens, si on reste assez basique et simple, c'est faux parce que à ce prix-là, s'il achète l'usufruit et d'où votre question je pense très pertinente, on voit pas comment ça peut être rentable pour lui. Ça serait rentable pour personne, même pour un bailleur social, même si lui peut-être qu'il paye les travaux un peu moins cher parce qu'ils ont des équipes, même si la gestion est en fait en interne, il n'y a pas la sous-traitance d'une agence locative. Non, c'est pas rentable si on achète au prix de la valeur économique. Il y a deux deals en fait. Il y a le deal du nu propriétaire qui est fait économiquement par rapport à un marché libre, par rapport à si lui, en tant que personne physique, il avait acheté l'usufruit ou du moins la pleine propriété, quelle est la rentabilité intrinsèque, ce qu'on évoquait en amont il y a quelques minutes, à combien son actif tourne et dans ce cas, à contrario, à combien il achète la NUPRO. Le bailleur social, lui, il va avoir une logique totalement différente. D'une part, parce qu'il va avoir des loyers plafonnés. Donc, il va toucher pas des loyers de marché, mais des loyers plafonnés. Donc, il va calculer sa rentabilité en fonction de son flux de loyer plafonné, de ses montants de charges, de son exploitation, de la provision pour travaux, de sa remise en état à terme. Je n'ai pas de secret à trahir, mais souvent dans Paris, ils vont acheter, je sais pas, minimum 1 500 euros et ils montent jusqu'à 2005, 2006. On a déjà vendu des usufruits à 2 500 euros du mètre carré. Donc, vous voyez, on est loin du 39% qui représenterait en l'occurrence peut-être 7 000 euros du mètre carré ou 6 000 euros sur une opération comme on la propose à Villiers dans le 17e. Pourquoi? Frédéric, pardon. Pardon, non, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, vas-y, termine, termine. Non, mais voilà, et ça, on le détaille pas parce que le nu propriétaire, l'investisseur, à la limite, c'est pas grave pour lui, ça le concerne pas. Lui, ce qu'il doit regarder, c'est quel est l'intérêt pour lui d'acheter en pleine pro ou d'acheter en nu pro. Donc le comparatif qui pour le coup s'affiche sur mon écran et qui est un outil qui n'est pas pour nous de dire voilà c'est mieux d'acheter en nu pro, il faut acheter en nu pro, la pleine pro c'est pas bien. Non, pas du tout. C'est plutôt pour avoir un comparatif et que vous ayez des billes vous avec les investisseurs, avec les prospects pour les éveiller sur le sujet, pour leur montrer d'une part la comparaison. Qu'est-ce qu'on paye d'un côté, qu'est-ce qu'on ne paye pas de l'autre, qu'est-ce que ça permet de capitaliser, et du coup, quand on projette, quel est le bilan d'investissement, le ROI de l'investissement, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est clairement le point important. Donc, je suis pas sûr que d'expliquer au nu propriétaire que l'usufruitier, il va acheter à un certain prix plutôt que lui, c'est pas ça la logique. En revanche, moi, je préfère en parler avec mes partenaires et les mettre à l'aise pour mieux comprendre notamment, et c'est bien, merci de la question, parce que ça me permet de donner un deuxième volet au premier sujet évoqué entre bailleur social et bailleur privé. Quand on a un bailleur social, il va acheter un certain prix, le bailleur privé va acheter un autre prix. Parce qu'il ne va pas avoir les mêmes coûts d'exploitation, il ne va peut-être pas forcément chercher la même rentabilité. Le bailleur social, dans son statut, quand c'est un bailleur institutionnel, alors parfois j'entends un peu tout et n'importe quoi sur institutionnel, si on en revient à la sémantique, institutionnel, ça veut tout simplement dire qu'il y a des fonds publics au capital. Bailleur institutionnel, type RIVP, type Action Logement, INLI, enfin tous ces gros bailleurs aujourd'hui, ils ont pour mission de produire du logement, mais pour le coup, ils ont interdiction de faire du profit. Ça paraît contre-intuitif. Désolé, peut-être que mon propos va choquer, mais on est en France, c'est comme ça. Le bailleur institutionnel, aujourd'hui, on lui demande de ne pas faire de profit. Donc, quand il fait une opération, il regarde son équilibre. Il provisionne largement pour faire bien assurer sa mission délivrer, donc sa mission de service public, délivrer du logement de qualité, répondre aux exigences légales et faire les travaux pour respecter l'engagement qu'il a pris à l'encontre du nu propriétaire au terme. Le bailleur privé, lui, attention, il va avoir une logique beaucoup plus rentable. Il va venir regarder l'épaisseur du trait et dire, mais moi, si je veux faire un retour d'investissement de 1 pour 2, si je veux faire par exemple de 8% l'an sur 10 ans, après exploitation et autres, et en triple net, comment je vais devoir acheter mon usufruit? Et dans ce cas, il cale son prix d'acquisition en fonction de la rentabilité qu'il va chercher. Et c'est là où pour nous, c'est très compliqué. Et merci de la question, parce que ça me pousse à vraiment aller au bout du raisonnement du premier sujet évoqué entre bailleurs privés et pourquoi on ne peut pas créer du démembrement partout. Parce que justement, un bailleur, l'usufruitier sur une opération, il ne va pas acheter l'usufruit bien cher s'il veut faire une bonne rentabilité. Et du coup, usufruit plus nue propriété, pour le vendeur, ça va être compliqué de joindre les deux bouts et d'avoir un prix de cession à la hauteur de ce qu'il attendait. On peut y arriver, et on y arrive le plus souvent quand on cherche à mettre ça en place dès le départ et qu'on travaille l'opération sous cette sortie-là. Mais venir appliquer du démembrement sur un actif comme ça en forçant et en se disant ça va rendre liquide l'actif, et surtout dans ces derniers mois où il y a une baisse des volumes, où les promoteurs nous appellent en disant bah, super, on va vendre un démembrement parce que c'est encore ce qui marche un peu, parce qu'il y a des investisseurs en temps de crise qui se disent que c'est sécuritaire et que c'est une valeur refuge. Oui, d'accord, mais tout ne fonctionne pas et tout ne fonctionne pas à n'importe quel prix. Donc, désolé, c'est pas une réponse de. J'espère pas avoir fait de langue de bois. J'ai pas de réponse absolue à combien achète un bailleur social. Les rentabilités sont assez faibles. Néanmoins, ça doit tourner à, je dis peut-être une bêtise, mais 3-4%, là où un investisseur, lui, privé, sur l'usufruit, va plutôt chercher du 8 ou 10%, mais ce qui n'est pas beaucoup. Parce qu'attention, à terme, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'actif à terme. Une fois qu'il a fini son flux, quand qu'il a rendu les clés du propriétaire et qu'il a fait ses travaux, il garde le cash résiduel qu'il a fait, mais il n'a pas d'actif. Donc, le TRI doit être très élevé.
Frédéric nous demande ce qu'il se passe en cas de défaillance ou faillite du bailleur. C'est une très bonne question. C'est aussi le client souvent qui comprend très bien le schéma dès le début et qui va assez vite et qui est assez pragmatique sur l'intérêt de l'investissement. C'est souvent la question qui est posée, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de bailleur, s'il n'y a plus d'usufruitier en cours de route, s'il fait faillite. Alors l'avantage, pareil, il y a deux mondes, le bailleur public, le bailleur privé. Le bailleur public, l'avantage, c'est que s'il disparaît, dans ses statuts, intrinsèquement, il y a une clause de reprise par un autre bailleur. C'est l'avantage et la force de l'État-providence, si je puis dire, et du bailleur social. Donc, néanmoins, il ne faut pas s'en cacher, c'est toujours un avantage, c'est-à-dire qu'il sera repris. C'est arrivé une fois, à ma petite connaissance, vu de ma fenêtre, chez Perle, on avait un bailleur qui avait non pas fait faillite, mais qui avait été racheté. Donc, il y avait eu un regroupement comme ça, donc il y avait eu une absorption d'un bailleur par un autre, donc du coup, une novation au contrat, changement de bailleur. Ça change strictement rien pour le client, il reçoit juste un courrier recommandé en disant désolé, c'est plus X, mais c'est Y parce qu'il a été racheté, mais les engagements ne changent pas, ils restent les mêmes, le calendrier reste le même. Si on part dans le monde privé, si demain, l'exemple un peu grotesque que je prenais tout à l'heure, mais néanmoins qui pourrait avoir du sens, de se dire on monte une SCI à tous les 100 000 personnes connectées et on achète l'usufruit en face, si demain la SCI fait faillite parce qu'on gère mal et qu'on n'arrive pas à tenir, qu'est-ce qui se passe pour le nu propriétaire? Bon, on va pas aller dans le détail du droit des liquidations judiciaires et du redressement et tout ce monde-là liquidatif. Néanmoins, s'il n'y a pas de créanciers qui reprennent ce droit-là détenu par la personne qui ferait faillite, si la société disparaît, j'ai envie de vous dire, c'est la bonne affaire pour votre investisseur. Parce qu'il aura acheté avec une durée déterminée et une décote en conséquence. Néanmoins, plus tôt ça s'arrêtera et plus tôt il récupérera la pleine propriété et sa rentabilité en sera qu'améliorée. Par hypothèse, sauf si demain le marché devenait vraiment dérégulé, les opérateurs qui montent des opérations et qui en montent en privé sont très, très peu. On n'est que deux à l'avoir fait pour l'instant et il y a eu très peu d'opérations. Et quand elles existent, elles sont faites avec des bailleurs solides qui montrent une solidité financière que vous, intermédiaires et conseils à vos clients, validez et vérifiez. Après, il peut tout se passer dans la vie des affaires, on est bien d'accord. Néanmoins, si demain on vient vous dire, tenez, on a monté une opération à Compiègne avec un bailleur usufruitier privé, ce qui est le cas, on l'a fait récemment, donc il reste encore quelques investissements à Compiègne. Le bailleur privé a monté une solidité financière nécessaire, avérée, une expertise, des provisions, un bilan. Et là-dessus, on joue carte sur table, en tout cas pour ce qui nous concerne chez Catella. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait disposé à avoir un bilan type proposé en expliquant le montant et la proportion de provisions faites par l'usufruitier bailleur par rapport aux travaux, au flux et à l'actif en tant que tel. Donc, mais effectivement, il y a un risque. Le risque, ça serait que le bailleur privé, lui, disparaisse. Mais la bonne nouvelle, c'est que s'il disparaît, le nu propriétaire recouvre la pleine propriété plus vite et donc du coup à meilleure fortune. Y a-t-il un prix garanti de cession, nous demande Georges. En cours de route, j'imagine. Pour la revente, en cours de démembrement, j'imagine que la question a du sens que sur ce sujet-là. Alors, j'imagine que c'était ça, mais peut-être Alors, que Georges, vous pouvez préciser. à terme, alors je peux répondre aux deux, comme ça ce sera plus simple. À terme, il n'y a pas de prix garanti, c'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui à 61% de la valeur sur 20 ans, on ne vous dit pas à 20 ans, dans tous les cas, vous vous revendrez au prix auquel vous êtes rentré. Non, il n'y a pas de garantie à proprement parler. Comme sur le marché de l'immobilier, comme sur les fonds de private equity et autres, on n'arrive pas à garantir un prix de cession parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir un acheteur dès le départ qui vous garantisse dans 20 ans de pouvoir acheter à ce prix-là. Et on n'a pas Bien sûr. vocation, nous, à racheter une propriété. Non, c'est plutôt être d'accord sur le prix d'achat au départ, et ce qui me fait l'écho aussi avec le pricing qui m'a été soulevé tout à l'heure en interpellation. Si demain je vous dis que ça vaut 15 000 euros à cet endroit-là, un T1 dans le neuf de 36 mètres carrés avec cette qualité de prestation-là dans le 17e à cet endroit-là, si vous me dites non, ça vaut 13 500, on débat et puis on fait le deal ou on le fait pas. Mais en tout cas, il faut être d'accord sur le prix de départ, pas que sur le prix d'abattement en nue propriété. Et ça, c'est ce sur quoi on se bat tous les jours, c'est de garder des prix de référence en pleine propriété pour nos opérations qui soient justifiables, cohérents. Et c'est vraiment hyper important. Sinon, dans quelques années, on viendra nous dire c'est super la nue propriété. Néanmoins, ça m'intéresse pas pour mes clients parce que j'ai un problème sur le prix de référence. Et à ce moment-là, il faut changer de fusil d'épaule. C'est comme si demain, les Malraux, monuments historiques et déficits fonciers avaient tous à 100% le même grief qui existe sur le marché. Il ne faut pas s'en cacher de dire c'est super, il y a une super défisque, mais j'achète à 6 000 euros du mètre carré dans un marché qui en vaut péniblement 4. Bon, si c'est le cas pour tout le monde, on se tire tous une balle dans le pied, ça ne marchera plus. C'est peut-être le cas sur le marché aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire. Certaines opérations du propriété sont à mon goût bien mal pricées, avec des prix qui sont complètement déconnectés et des prix de référence pleine pro trop élevés, et même parfois des prix de nu pro un petit peu trop élevés, avec des taux de répartition du propriété qui ne sont pas justes économiquement.
Ça existe. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est un marché qui est organisé par des professionnels de l'immobilier, des professionnels du conseil en investissement que vous êtes, et qui sont du coup à même de dire au client, ben, là, le truc, il est vachement bien, mais le prix, je suis pas d'accord. Voilà, c'est clairement aussi, à mon sens, un garde-fou hyper important. Maintenant, si la deuxième question dans la question était aussi un prix garanti en cours de route, sur l'écran qui s'affiche, je partage un petit exemple de diagramme de performance. On aime bien avoir une vision un peu financière. Alors, c'est aussi la qualité intrinsèque de mon associé Nadir, qui est quelqu'un de beaucoup plus financier, et qui, au final peut se comparer avec d'autres types d'investissements que de l'immobilier. Là, pour le coup, on n'a pas de prix garanti si l'investisseur, au bout de 8 ans, il veut revendre. On ne peut pas lui dire vous revendrez à tel prix. Parce que le prix de Nupro, qui serait celui de la revente en marché secondaire, donc en seconde main, l'occasion, si je puis dire, bah pour le coup, il va dépendre du prix en pleine propriété à ce moment-là. Donc, il y a une actualisation qui est faite en disant, vous revendez au bout de 8 ans, quel était le prix de départ, quel est le prix aujourd'hui, quel est le taux, en revanche, mécanique, lui, qui s'est reconstitué, parce que si je suis parti d'un abattement et que je remonte à 100%, je réalise effectivement une partie, et c'est actualisé, et c'est une vente de gré à gré organisée chez le notaire. Pour le coup, il n'y a rien de plus simple, et on l'organise bien évidemment pour nos investissements, mais aussi pour ceux qui ont été faits par ailleurs. On est complètement marque blanche là-dessus, parce que le but, c'est avant tout de montrer la liquidité de l'investissement, et ça l'est en pratique. L'exemple que je donne, le deuxième, c'est voilà, pour tenir compte sur la partie plus jaune, vert clair, de la revalorisation éventuelle du marché. Beaucoup d'investisseurs, ils voient aussi un effet d'aubaine pour se constituer un capital dans de bonnes conditions en se disant, tiens, c'est peut-être pas bête d'acheter à la Ciotat aujourd'hui, à cet emplacement-là. Peut-être que mon entrée de l'investissement à 211 000 euros, alors que ça en vaut 337, ben, effectivement, je suis assez à l'aise pour me dire que ça vaudra peut-être 400 et quelques l'année où je récupérerai la pleine propriété. Donc voilà les petits outils qu'on met à disposition en espèce d'expliquer un peu quelques notions un peu plus financières sur l'investissement, et ça plaît beaucoup à des investisseurs justement qui comparent ça avec soit des fonds de private equity, soit avec des investissements différenciants, un peu plus financiers que l'immobilier uniquement. On peut comparer IMO, on peut aussi comparer Nupro avec d'autres investissements puisque pas de gestion, Bien sûr. pas de additionnel. On a de plus en plus d'investisseurs qui sont des investisseurs financiers. Et en tout cas, c'est ce qu'on recherche parce qu'on reste convaincu que c'est une bonne façon de diversifier avec des investisseurs qui n'auraient pas forcément fait de l'immobilier. Et c'était un point sur lequel je voulais revenir sur l'accroche où tu évoquais, Tristan, effectivement aussi le ciblage client. C'est un cas un peu d'école, vous allez dire, on le fait peut-être exprès, mais non, ça s'est passé comme ça. On a acheté tous les trois avec mon président, mon directeur général et moi-même la même année, 3 actifs différents en nue propriété, et on a trois problématiques différentes. Je vais essayer de pas me tromper sur son âge, mais je pense que mon président a 67 ans. Il fait très jeune, mais voilà, lui, il est plutôt en fin de carrière, et même s'il est très actif, mais il s'est dit, je vais faire une nue pro pour investir un petit peu de cash, diversifier, et je vais chercher une nue pro sur 10 ans. Ben, il a acheté une nue pro sur 10 ans à Puteaux. Il avait une problématique IFI aussi, il voulait surtout pas que ça rentre dans les filles, et il avait du cash. À côté de ça, mon directeur général, lui, il avait peut-être un peu de cash à investir, mais il cherchait un placement retraite, complément retraite. Il a 47 ans aujourd'hui et il se dit, bah, moi, je vais investir. Il a acheté sur 15 ans une VFA dans le sud, à Cagnes-sur-Mer, en se disant, bah, hop, je vais mettre un petit peu de cash, je vais faire un effet de levier derrière, complémentaire, et je capitalise sereinement, pas de gestion, pas de revenus, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Les petits intérêts d'emprunt que j'ai contractés, mine de, c'est pas mal parce que j'avais quelques revenus fonciers sur de la SCPI par ailleurs. Je viens les gommer et du coup mon TRI il est amélioré. Donc j'ai peut-être emprunté à 4%, mais au final, si je reconsidère l'économie d'impôt, en fait, j'ai emprunté plutôt à 1,8 parce que j'ai bénéficié d'un effet de levier qui m'a permis de réduire mon imposition par ailleurs. Et quand j'arriverai à la retraite, dans 15 ans, j'aurai cet actif qui me procurera du revenu, ou alors je le revendrai, je rapprocherai le cash et j'irai m'acheter ma résidence secondaire qui me fera plaisir et que j'ai spoté pendant mes vacances. Et à l'inverse, moi qui ai 32 ans, j'ai acheté une nue propriété en me disant, moi, c'est pas pour la retraite parce que elle est quand même loin, c'est pas non plus pour le cash parce que j'en ai pas. En revanche, c'est peut-être une façon pour moi de faire une économie forcée mensuelle en me disant, je rembourse un crédit 600 euros par mois, j'ai acheté à 100 000 euros une nue propriété et dans 15 ans, je serai content. Pour le coup, à une quarantaine d'années, 45, 47 ans, de me dire, tiens, j'ai besoin de cash parce que je monte une boîte, j'ai besoin de cash parce que j'ai envie d'acheter une résidence principale ou secondaire, j'arbitre et je fais une culbute sur un actif qui a été payé par le crédit et qui m'aura coûté un effort d'épargne que j'oublie, comme un investissement dans un abondement dans un contrat d'assurance vie ou dans un livret A ou que sais-je. Voilà comment Bon, je ça, le. c'est super intéressant. Normalement, après cette petite explication, vous avez forcément, avec un peu de recul, au moins une personne à appeler cet après-midi
parce qu'elle correspond à l'un de ces trois personas. Voilà. C'est pas. La nue propriété est intéressante pour finalement n'importe quel prospect, n'importe quel investisseur potentiel avec un salaire finalement jusqu'à la retraite et même après. Exactement, donc on le voit comme ça. Et la liquidité au milieu est importante aussi parce que c'est souvent on nous dit oulala, mais les durées, je peux pas emmener mon client sur aussi long, il se projette pas. Oui, mais on peut aussi le voir plus court. On peut se dire, c'est comme quand on achète des actions chez Total. Est-ce qu'on veut les porter 30 ans ou est-ce qu'on veut les revendre au bout de 5, 10 ans, 15 ans? C'est de la même manière. Alors, je vous dis pas qu'on revendra une propriété très bien à l'instant T, tout comme une action Total. Il y a peut-être des jours où il faut pas savoir la vendre. En revanche, Baptiste, oui. ouais, qui détermine la durée de démembrement et pourquoi elles sont si différentes en fonction des opérations? C'est une très bonne question. C'est purement arbitraire. Et à cela, j'ajoute quand même un bémol. Donc, c'est purement arbitraire. C'est l'opérateur qui va venir dire je fais 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un bémol à ça, et pas des moindres, c'est la présence d'un bailleur institutionnel public. Quand celui-ci est en place, c'est 15 ans minimum. On ne peut pas faire moins. C'est légal, ça a été mis en place dans le code de la construction et de l'urbanisme et a fortiori dans le code civil. Donc, dès qu'on a un bailleur social, c'est 15 ans minimum. On monte jusqu'à 20 ans. Ça varie entre 15 et 20 ans selon la négo qu'on va avoir avec les instances publiques. Ce que j'évoquais tout à l'heure, on décide de créer du logement à ce temps-là. Parfois, il y a certaines mairies qui disent c'est 20 ans minimum, d'autres c'est 18 minimum. Parfois, il n'y a pas trop de règles, donc on peut faire du 15 ans ou du 17 ans ou du 18 ans. Quand on est dans le monde privé, évidemment, on va chercher à aller créer des durées d'usufruit plus courte parce qu'il y a de la demande sur l'usufruit à 8 ou 10 ou 12 ans. Et donc, du coup, à nous de créer de l'offre. Néanmoins, c'est pas toujours simple. 12 ans, ça peut avoir du sens. Sur les frais de notaire, notamment, un point qu'on pourrait évoquer en individuel avec chacun un jour. Voilà, il y a une méthode de calcul des frais de notaire. Et du coup, plus la durée est courte, moins la décote est importante. Exactement. Donc, si on veut trouver à 5 ans de démembrement et que je vous propose 15% d'abattement, même si je suis très bien pricé, vous allez me dire, ouais, j'ai peut-être un meilleur investissement à faire en pleine pro. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quand même un certain abattement, une certaine décote. On a réussi à faire au Sable d'Olonne une décote importante, plus de 40% sur 11 ans. Ça, mais voilà, on est sur un marché très dynamique, très recherché certes, mais encore très dynamique avec de la rentabilité où on a innové, on a allié le meilleur des deux mondes entre LMNP et Nupro, ce qui fait qu'on a un achat hors taxe, une exploitation sur une résidence de tourisme et à terme, un nu propriétaire qui récupère bien une villa avec piscine chauffée, indépendante, dans une résidence avec très, très peu de services communs. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de... Voilà, donc c'est une sorte de copropriété résidence, très résidentielle, en résidence de tourisme. Et là, on a réussi à cumuler les deux sur une durée courte, 11 ans. Là, en l'occurrence, il reste un peu plus de 9 ans. Donc, 9 ans de démembrement et avec 40% d'abattement. Mais sinon, effectivement, plus la durée est courte, plus l'abattement est faible. Donc, il faut aussi réussir à trouver les points d'équilibre pour garder de l'attractivité pour l'investisseur. Alors Baptiste, je suis désolé, j'ai plein de questions, hein. Visiblement, le sujet passionne notre audience, donc c'est super. Merci à tous à nouveau hein, de vous être inscrits et de participer. Ça nous fait très plaisir à Baptiste comme à moi de pouvoir échanger avec autant de monde. Alors, je reprends les questions une par une. Jean-Louis Carrera nous demande si les intérêts d'emprunt sont déductibles des autres revenus fonciers ou des revenus imposables. Exactement. Alors, c'est le cas uniquement si l'usufruitier est un usufruitier bailleur avec des fonds publics à son capital, c'est-à-dire un bailleur social. Ça ne marche pas d'ailleurs avec tous les bailleurs sociaux. Il faut bien que ce soit un bailleur social et qui exerce une mission de service public dans son opération. Et ça, tous les opérateurs, du moins en tout cas nous, c'est ce qu'on fait, on le met en rouge à chaque fois sur nos communications. Par principe, c'est un bailleur social. Par principe, on peut imputer les intérêts d'emprunt. Il y a des exceptions sur le marché. Quand il y a un bailleur privé, ça sera tout le temps impossible, à part quelques structurations, mais pour l'instant, en l'état actuel du marché, c'est pas possible. Donc, effectivement, pour avoir l'imputation des intérêts d'emprunt, il faut un bailleur social qui achète l'usufruit. C'est ce que soulevait David tout à l'heure comme point. Thierry nous demande comment est choisi le taux d'actualisation, dépend-il de la qualité du bien? Alors oui, effectivement, le taux d'actualisation, il pourrait dépendre de la qualité du bien. Maintenant, sur le marché, il est plutôt conjoncturel. C'est-à-dire qu'on a un taux d'actualisation, pour expliciter la question, effectivement, qui est très précise et économique. On n'a rien inventé. Pour calculer un flux, pour le coup, tout petit financier que nous sommes, on fait une méthode d'actualisation de flux futur. Hein. On vient rapporter le flux calculé sur 10, 15 ou 20 ans à aujourd'hui. Donc, on actualise ce flux. En revanche, l'actualisation du flux, elle est faite aujourd'hui, en tout cas ce qui nous concerne, à un taux de 2,5.
Peut-être que demain, on va l'augmenter, peut-être que demain, on va le baisser. On va voir, on va suivre un petit peu les mouvances de l'inflation. Il faudrait aussi, dans ce cas, dans l'hypothèse du calcul du flux de l'usufruit, changer le taux d'indexation. Aujourd'hui, on avait un IRL à 0, quelque chose depuis quelques années. Aujourd'hui, il est capé à 3,5. On a un IRL véritable plus élevé, mais capé par l'État à 3,5. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ce cas, le considérer? Donc, venir faire grossir un peu plus ce flux d'usufruit, parce que si aujourd'hui je loue, je vais toucher plus qu'hier. En revanche, est-ce que j'ai le même taux d'actualisation? Parce que est-ce que je prends le même risque? Donc voilà, tout ça, c'est des variables auxquelles on est très vigilant. Donc merci de poser la question, c'est une question très pertinente parce que c'est derrière la véracité du montant investi par votre client qui en découle. Donc c'est clairement un sujet qu'on surveille, mais qu'on fait évoluer de manière conjoncturelle sur l'ensemble des opérations plutôt qu'opération par opération. Pas par fainéantise, plus parce que ça nous semble plus juste vis-à-vis des investisseurs. Alors, peut-on faire une nue propriété en SCI, nous demande Frédéric. Tout à fait. On a aujourd'hui 15 ou 20% d'investisseurs qui achètent via des personnes morales. Ce sont des personnes morales qui achètent. Des SCI, évidemment, c'est souvent le cas, à l'IR ou à l'IS d'ailleurs. Mais ça peut être aussi des sociétés commerciales, ça peut être des holdings. Ça ne vous échappera pas qu'il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de cash sur le marché, suite à beaucoup de sessions, beaucoup de tours de table, des activités prépondérantes des fonds d'investissement. Beaucoup de holdings se retrouvent avec des cash post-session, réalisent les investissements, bien sûr, après leur rapport session, des investissements éligibles aux 150 obétaires pour fuir, du moins pour suspendre ad vitam aeternam une certaine plus-value. Tout ça génère aussi du cash patrimonial à réinvestir. Il n'y a pas que des réinvestissements économiques éligibles. Et dans ces cash patrimoniaux, souvent, on cherche la sécurité absolue pour contrer une certaine prise de risque dans le réinvestissement post-apport session. Et c'est là où nous, on arrive à avoir beaucoup d'investisseurs qui arrivent avec du cash et qui nous disent j'ai 100, 200, 300, voire beaucoup plus à investir sur de la NuPro. J'ai 2 enfants. J'ai une holding qui va être ou qui est déjà démembrée. Pourquoi pas enquiller les démembrements? Je transmettrai la nue propriété d'une société qui elle-même aura à son actif des nues propriétés. On capitalise comme ça encore plus et on écrase les droits de mutation. Donc, on a des investisseurs en personne morale. Après, un investisseur qui, from scratch, comme ça, vous dirait je vais peut-être monter une SCI pour acheter une NuPro, on n'en a pas, ou du moins, on n'espère pas en avoir, parce que ça serait dommage, on se couperait de certains effets de levier de l'investissement pour la personne physique, notamment l'imputation des intérêts d'emprunt, l'exonération d'IFI. Et puis, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de détention, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien. Donc, pour nous, l'Eldorado, si je puis dire, c'est j'achète ma NuPro en tant que personne physique et à terme, éventuellement, je la cède à une société que je crée, comme ça je la refinance, je cash out et j'endette une société qui elle-même aura des revenus quand on sera en pleine propriété. Mais oui, il y a des investisseurs en SCI pour soit des situations de fait, soit pour une structuration qui leur appartient. Deux questions qui concernent le financement. La première de Jean-Louis, comment financer un achat en UPRO? Les banques n'ont-elles pas un problème avec la prise d'hypothèque ou avec la caution bancaire? Très bonne question. Alors, toutes les banques financent. Ça, il n'y a plus de sujet maintenant et depuis une vingtaine d'années, tout le monde a bien fait son travail. Donc, toutes les banques financent. Les conditions, effectivement, sont souvent, en tout cas en période normale, si je puis dire, les mêmes qu'un investissement classique. On demande parfois un petit peu plus d'apport, ce qui est le cas en ce moment. On est plus sur du 20 ou 30%. On voit encore quelques 100% de crédit, mais sur des très beaux profils. En revanche, le sujet qui se pose, et la question est très pertinente, c'est sur les garanties. Tous les banquiers ne sont pas encore à l'aise pour mettre une hypothèque sur la NuPro. Pourtant, c'est la Rolls des garanties. Je prends moi prêteur, je me garantis avec une hypothèque sur la nue propriété, à hauteur de la nue propriété. S'il y a un problème, je revends sur le marché secondaire. Et pour le nu propriétaire, ça lui évite d'aller chercher d'autres actifs ou d'entacher son cautionnement en tant que personne physique. Mais tout le monde ne sait pas le faire. Beaucoup de banques le font. Les banques du groupe BPCE le font. Chez CMCIC, c'est encore un peu compliqué pour certains, mais selon les caisses, on y arrive. Chez Crédit Agricole, LCL, pas de problème. Voilà. Mais c'est la Rolls des garanties. Après, on peut aussi le doubler ou alternativement prendre une caution Crédit Logement ou une caution SACEF. Ça fonctionne très bien. On a des investisseurs qui le font effectivement en caution Crédit Logement ou SACEF. Maintenant, effectivement, l'hypothèque est quand même intéressante. Quels sont les frais d'acquisition, frais de notaire équivalents à de l'IMO classique, nous demande Georges? Exactement. Alors, frais de notaire équivalent à l'IMO classique à une exception près. Alors, c'est-à-dire on achète dans l'ancien 7,5 en moyenne, on achète dans le neuf 2,5, on fait des opérations de démembrement à la fois dans le neuf et dans l'ancien. Donc, les frais de notaire sont les mêmes, réduits dans le neuf, taux plein dans l'ancien. En revanche, les frais de notaire ne se calculent pas sur la propriété.
Exactement. Eh oui. Alors souvent, c'est dit comme ça pour simplifier les choses. Et on ne va pas tirer sur le passé. Si certains ont voulu le communiquer comme ça, c'est parce qu'il y avait peut-être un intérêt à être simple dans les propos. On disait, bah, la NUPRO, les frais de notaire, ils sont calculés sur le prix de NUPRO. Sauf que c'est faux. Parce que les frais de notaire, on sait très bien que ça comporte plusieurs catégories, ce qu'aiment appeler nos amis notaires la taxe, c'est-à-dire qu'il y a les droits d'enregistrement, tout ce qui va à l'État, et puis la contribution de sécurité immobilière, et il reste un petit peu les émoluments du notaire. Mais c'est une toute petite partie. Et les frais de notaire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont calculés sur un pourcentage de la valeur en pleine propriété. Et ça dépend de la durée du démembrement. C'est la même méthode de calcul que pour les droits de donation et droits de succession. Pourquoi? Parce qu'on est dans la catégorie des droits d'enregistrement et dans le Code général des impôts, c'est une énorme poupée russe. Hein. Quand on est sur la catégorie impôt sur le revenu, il y a différentes poupées russes à l'intérieur et il y a la poupée russe des droits d'enregistrement. Et les droits d'enregistrement pour la personne physique, il y a les droits de mutation à titre onéreux et les droits de mutation à titre gratuit. Les droits de mutation à titre onéreux, c'est les frais de notaire. J'achète un bien, j'ai des droits de mutation à titre onéreux à payer. Et il y a un code général des impôts qui précise en son article 669, à l'alinéa 1, ce que tout le monde connaît, à savoir comment on taxe des droits de mutation quand il y a un usufruit viager. Donc, c'est en fonction de l'âge de l'usufruitier. C'est les fameuses donations chez le notaire où on vient dire quel est l'âge des parents usufruitiers, je transmets la NUPRO, du coup, l'usufruit vaut X% par tranche de 10 ans. À l'inverse, quand on a un usufruit à durée fixe, ce qui est toujours notre cas, eh ben, il fallait bien trouver une règle et arbitrairement, l'administration fiscale est venue dire que l'usufruit vaut 23% par période de 10 ans. Donc, s'il y a deux périodes de 10 ans, par exemple 12 ans ou 18 ans ou 20 ans, c'est deux périodes de 10 ans, l'usufruit vaut 23 plus 23, 46%. 100 moins 46 pour trouver la NUPRO. La NUPRO vaut 54. Donc, mes frais de notaire, tout comme mes frais de donation et de succession, sont calculés sur 54% de la valeur en pleine propriété du bien quand je suis sur une période de plus de 10 ans. Quand je suis sur une période de moins de 10 ans, on est du coup sur 100 moins 23, l'usufruit, 77. Donc, on paye les frais de notaire sur 77% de la valeur et non pas 54, donc c'est un peu plus cher. Et pareil pour les droits de donation et de succession. Mais donc, Si, du coup, si vous avez des prospects, si ouais, vous avez des prospects, Baptiste, parce que là, on rentre dans des points plus techniques et je voudrais pas ouais, effrayer ceux qui démarraient ou qui voudraient démarrer la nue propriété. Est-ce que tu peux me confirmer qu'on peut, via GridKey, rentrer en contact avec toi pour eh bien, éventuellement travailler un prospect en cours? Est-ce que Catella peut accompagner les conseillers présents ici? bien sûr. Avec grand Ok. plaisir, on le fait et c'est quelque chose qu'on fait depuis le départ. On a conscience de la difficulté de l'accès à l'information, du temps qui vous est imparti qui est toujours assez faible. Donc le but, c'est de rendre ça fluide et d'apporter ça un véritable service. On est un petit peu un enfant gâté, hein, le monde de la nue-propriété, ça s'est toujours très bien vendu. Néanmoins, faut pas avoir cette vision-là. Il faut au contraire, à mon avis, être plus constructif dans l'avenir et apporter vraiment du service et de la qualité de service à nos partenaires. Donc c'est ce à quoi on s'attache et vraiment là-dessus, on sait être disponible, accompagné. Et on ne parle pas de vente accompagnée à proprement parler sur l'aspect financier, je vous rassure, mais on accompagne, on sait vous épauler. Il est déjà 12h03. Moi, j'ai aucun problème pour continuer un peu. Baptiste, je sais pas quel est J'ai un ton rendez-vous, mais timing. j'ai aucun problème, mais on va être succinct et on Ok, saura. on continue. Alors, je vais commencer à sauter des questions, hein. Je suis désolé, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Non, si c'est Le- temps de me faire suivre les questions après et en vous laissant la boucle, j'y répondrai par écrit avec grand plaisir. Ouais. Et puis Ok, je bah prendrai. on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. J'ai trois questions groupées sur les intérêts d'emprunt. Ça intéresse pas mal à la fois Chris, Georges et Anne-Lucie. Euh, Chris s'étonnait que même sans loyer en face, les intérêts inhérents à l'acquisition en UPRO sont déclaratifs et déductibles. Tu peux le Ouais, c'est confirmer? le Code général des impôts qui le précise, article 31, 1, 1, alors 1 en chiffre arabe, 1 en chiffre romain, D comme Daniel, donc 31, 1, 1D, qui précise justement qu'en présence d'un bailleur institutionnel à vocation sociale, celui-ci, quand il exerce une mission de service public, peut rendre éligible effectivement le nu propriétaire à l'imputation des intérêts d'emprunt s'il a des revenus fonciers par ailleurs ou sur les revenus fonciers existants à venir dans les 10 ans. C'est reportable. On garde la même logique que le monde des revenus fonciers. Donc, c'est une exception qui a été réalisée suite à beaucoup de lobbying, hein, mais assez facilement en fait en 2007. Ça veut dire qu'avec un bailleur privé sans obligation sociale, on n'a pas ça pour le coup. On perd ses Ouais, intérêts d'emprunt. Et ça fait exactement. quand même beaucoup de raisons pour lesquelles
l'opération ne peut se monter finalement qu'avec un bailleur social. Pour l'instant, le bailleur privé reste une exception et quand elle fonctionne, elle trouve un public éligible si elle est très bien pricée, qu'on est sur un actif assez extraordinaire, mais aussi avec une durée plus courte. Donc, il y a un peu un tout à faire. Alors, qui est l'usufruitier dans le privé, son profil? Ça dépend Justement. des opérations, c'est vraiment du cas par cas. Ok. C'est vraiment du cas par cas. L'intérêt d'emprunt est imputable sur le revenu global et pas seulement revenu financier? Non, que sur les revenus fonciers. C'est tunnalisé, on n'est pas du tout dans une logique de déficit foncier, c'est que uniquement sur des revenus fonciers existants. Peut-il y avoir un bailleur mixte, pas 100% social pour déduire les intérêts? Il me semblait au moins 60% à caractère social. C'est David qui pose cette question. Alors, oui, il peut lui-même exercer différents types de logements sociaux, mais si c'est un bailleur social, c'est un bailleur social. Après, lui-même, dans son exploitation, sur X logements en démembrement, il peut avoir différentes zones d'intervention. Mais c'est le statut du bailleur qui compte pour l'imputation des intérêts d'emprunt. Si vous voulez, c'est ça qui compte, c'est son statut. Jean-Pierre nous dit, dans le cas de revente en cours de démembrement, la plus-value éventuellement imposable est déterminée sur la base du prix du mètre carré du moment, moins la valorisation mécanique du bien et la valeur de la nue propriété. Exactement. Alors, David nous demande de revenir sur le cas résidence tourisme, peu de services, démembrement de 10 ans, abattement de 40%. Sinon, je prendrai contact avec Baptiste ultérieurement. Peut-être qu'on va faire ça. Avec plaisir. David, je vous enverrai le contact de Baptiste. Frédéric demande si on pourrait opposer à la nue propriété l'assurance vie. Complètement. Ouais, et quelle est votre réponse à cette objection? Enfin, ta réponse. Il y a deux logiques complètement différentes. Il y a pour moi deux actifs complémentaires, mais il y a un sous-jacent résidentiel qu'on maîtrise, qu'on détient en tant que personne physique. Il n'y a pas d'établissement, de société de gestion, d'assureur, de banquier derrière qui gère l'actif, qui gère nos sous et qui nous les restituera comme il le peut s'il le veut. Je suis un peu dur, mais c'est mon point de vue, donc on me demande. Il y a une logique résidentielle. Une fois que j'ai fait mon investissement, si je suis convaincu de l'adresse, de l'emplacement et du prix auquel je paye, c'est mon actif derrière, j'en fais ce que j'en veux. Bon, ça, c'est finalement la réponse classique du professionnel de l'immobilier à un financier. Mais les deux sont très bien. Les deux sont très bien et l'un peut permettre d'acheter l'autre. On peut complètement se servir d'un contrat d'assurance vie pour le nantir et s'en servir de garantie pour lever un crédit, notamment in fine, mais c'est souvent le schéma favorable à la nue propriété. Est-ce qu'il est possible de faire du déficit foncier? Non, on ne peut pas créer de déficit puisqu'il n'y a pas de revenu. On peut générer des intérêts d'emprunt, mais ceux-ci vont venir uniquement sur du revenu positif en face. Eh bien, alors s'il y a Robert qui nous demandait en tout début de présentation si tu allais reproposer des offres sur Paris-Île-de-France avec un démembrement court, 10 ans max. Oui, ça va arriver là, sur 2024, deuxième partie d'année dans Paris. Super, à nouveau, à retrouver sur Gripkey. Oui, Chris, les coordonnées de Baptiste, je vais les mettre tout de suite dans le chat si vous voulez bien. J'ai mis les miennes tout à l'heure. Baptiste, tu peux me dicter ton numéro, s'il te plaît? Je l'ai pas en tête. 07 Ouais, 69 ouais, 40 ouais, 02 ouais. 27. 27 et ton mail? Donc Baptiste, B-A-P-T-I-S-T-E, Ouais, .aurine, A-U-R-I-N-E, ouais. arrobas catella, C-A-T-E-2-L-A.fr. Voilà. Vous avez nos coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à nous contacter pour à la fois des précisions suite à cette masterclass sur le dispositif et sinon pour un accès au stock, vous pouvez m'appeler moi. Écoutez, on va s'arrêter là. Je suis désolé, il reste encore quelques questions, mais on a largement dépassé le créneau.
Ce que je vous propose, c'est d'écrire à Baptiste pour vos questions et puis de rester attentif à nos masterclass. On, on en fera probablement une autour de mars-avril, autour de la NuPro, peut-être avec Baptiste, on verra. Donc, en tout cas, Baptiste, merci beaucoup pour ta présentation. C'était hyper clair. Je crois que ça a été hyper apprécié. J'ai vu plein de félicitations sur ton intervention dans les questions, dans le chat. Donc, voilà, tu as fait ton effet. Bravo. Bah, merci, mais surtout, voilà, l'idée, c'est merci de m'avoir donné du temps. Ça, c'est toujours agréable. Donc, merci à Gridkey et vraiment avec plaisir d'échanger avec vous et d'essayer de voir comment on peut générer de l'activité ensemble et en tout cas de vous accompagner avec un sens aigu sur la qualité de service. C'est vraiment aussi un de nos points majeurs. Donc, avec grand plaisir et merci à tous